Bonjour, c'est la 111e revue de la semaine, 1-1-1, le désespoir du codeur parce qu'il n'y a pas de zéro. Alors cette chaîne sur laquelle il y a la revue de la semaine, au départ je crois qu'il n'y avait que ça, qu'on mettait là, elle est bien regardée en ce moment par vous, ce qui prouve que le confinement c'est long, alors on se distrait comme on peut. Bref, il y a quand même 10 000 abonnés de plus depuis un mois. Alors bon, nous, ça nous fait plaisir, on fait comme si c'était pas à cause du confinement, on fait comme si c'était parce qu'on est intéressant. Et je vous rappelle qu'on peut mettre des petits pouces bleus pour dire qu'on est content, et ça nous réjouit, à nous, de les voir. Et puis, on peut s'abonner ou suggérer à d'autres de s'abonner, c'est gratuit, ça le restera toujours. Et puis surtout, c'est un canal d'expression absolument libre pour moi, pour faire passer, circuler des idées, parce que souvent, elles sont reprises après, soit par des gens qui ont regardé la vidéo, soit par d'autres personnes qui en ont entendu parler, ou même il paraît qu'il y en a parmi vous qui font des montages qui leur permettent de simplifier le message quand je suis trop long ou un peu confus, comme ça arrive aussi. Bon, allez, maintenant, le générique, et puis on va voir la suite. Bon, j'ai évidemment plusieurs sujets pour aujourd'hui, mais je veux commencer en vous demandant de jeter un œil sur un texte que j'ai eu plaisir à écrire, qui est paru sur mon blog, et qui s'appelle « Eh lapin, c'est une voiture » ou une automobile. Bon, ça parle des conditions dans lesquelles nous nous représentons, le moment que nous sommes en train de vivre, et ça vient sur la question de la mort en particulier. Enfin, vous verrez bien, je ne vais pas vous raconter l'article, parce que justement, j'essaye de faire bref, et je vous demande si, je vous le signale, si ça peut vous intéresser, vous irez le voir sur le blog. Si ça vous saoule d'avance, eh ben c'est pas grave. Le texte, il sera là, et puis il sera lu par ceux que ça intéresse, et puis moi je passerai ensuite à autre chose. Je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est sur le moment dans son ensemble. Le moment, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui, sous l'œil, sont unifiés par leur concordance. Le moment, c'est évidemment celui du coronavirus. On a la moitié de l'humanité qui est enfermée en confinement. C'est donc un événement planétaire et global. Au point de départ, c'est un événement biologique. C'est tellement biologique que j'ai entendu quelqu'un, je ne vais pas dire son nom parce que c'est trop cruel pour lui, qui a dit « Oh, le problème, c'est pas le système capitaliste, c'est le virus. » Tu parles d'une trouvaille. Bon. Oui, en effet, au départ, le problème, c'est le virus. Mais le virus en lui-même n'est pas un problème à lui tout seul. Il est un problème dans un contexte, c'est-à-dire d'où il vient et ce qu'il engendre, et ça, à chaque fois, ce sont des faits sociaux qui sont à l'origine de toute la séquence. Par exemple, le fait écologique de départ, c'est déjà un résultat social. Pourquoi ? Parce que si on n'avait pas construit partout et viré ces pauvres pangolins et ces chauves-souris de l'endroit où elles se trouvaient, soit pour les manger, soit parce qu'on les a fait fuir, c'est arrivé dans d'autres pays, eh bien, ils n'auraient pas été en contact avec les êtres humains, et donc les parasites qui sont les leurs ne seraient pas passés d'une espèce à l'autre. Alors, j'ai jamais vu cette affaire d'épidémie, c'est depuis le néolithique que c'est comme ça, que ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que les êtres humains qui progressivement, par petites troupes, par petites bandes, avaient réussi à s'immuniser des saletés qu'ils avaient eux-mêmes en tant qu'espèce, ont commencé à choper les maladies des animaux qu'ils élevaient. C'est comme ça que les vaches, les cochons, les poulets ont transmis des virus à l'homme, et que les premières épidémies sont apparues. Donc les épidémies, c'est d'abord évidemment un fait biologique, ça c'est évident, c'est un virus qui fragilise le corps humain, mais c'est tout de suite un fait social, parce que le simple fait qu'on transmet la maladie. Et on se la transmet plus ou moins bien, suivant qu'on est dans telle ou telle condition. Et c'est donc l'étude de ces conditions qui concentre l'attention. Voilà. Alors, bon, premier élément, ça devient un fait social, parce que partout, ça menace. Ça a été répandu partout, et ça, c'est un résultat de l'économie globalisée. Dans le passé profond, il arrivait que l'épidémie mourait d'elle-même parce qu'il n'y avait plus personne. Soit parce que le dernier groupe humain qu'il avait chopé n'allait nulle part, vu que de là où il était, on pouvait aller nulle part. Exemple, au bord de l'océan Atlantique, les virus qui se propageaient sur l'espace continental ample
ils n'allaient pas plus loin. Et forcément, il y avait l'Atlantique. Et de l'autre côté, ils n'avaient pas le temps de les choper. Donc, quand les deux ont été mis en contact, évidemment, ceux qui ne les avaient jamais chopés sont tous morts. C'est ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique, au contact avec les Espagnols, que ce soit dans l'Amérique du sud du continent ou du nord. Donc, la propagation, elle dépend de l'intensité des groupes humains et de l'intensité, surtout, des échanges qu'ils ont entre eux. Ça, c'est encore plus matériel, hein. Donc, échange de marchandises, échange de personnes, capacité à se déplacer sur des distances extrêmement longues. Donc là, c'est typiquement le cas. Donc la propagation du virus n'est pas un fait biologique, c'est un fait social et matériel qui a à voir avec l'organisation économique. Et donc, à partir du moment où c'est un fait matériel, eh bien, il va se propager dans tous les compartiments, il va contaminer tous les compartiments de l'activité humaine. Et pas seulement le corps des êtres humains, les activités, tous les liens sociaux des êtres humains. Alors, ça commence d'abord par le fait que les êtres humains sont une variété particulière d'animaux qui doivent produire et reproduire leur existence matérielle en produisant les biens qu'ils consomment. Bon, et pendant un temps, ils se contentaient de les ramasser, ça prenait du temps. Et puis maintenant, il faut qu'ils les produisent, il n'y a rien à ramasser. Vous pouvez toujours essayer, hein. Vous errez dans les rues, hein, d'abord parce qu'on parle de rues. Donc, après le phénomène déforestation, après le phénomène occupation de tout l'espace, deuxième phénomène qui surplombe le tout, c'est la globalisation, et troisième phénomène qui concentre le tout, c'est la métropolisation, c'est-à-dire le fait que tout le monde vit dans des espaces urbains sans limite, quasiment sans limite, hein. Et de toute façon, quand par hasard il y a des limites, on passe de l'une à l'autre par des moyens de transport qu'on connaît. Mais en tout cas, l'espace urbain lui-même est tel qu'il favorise une contamination de masse qui, sans ça, serait impossible. Si les groupes humains vivaient d'une manière, en plus petit nombre et de manière plus séparée, on confinerait ceux qui sont malades et on attendrait tranquillement que ça se tasse, quoi. Bon, soit qu'ils soient tous morts, soit qu'ils se immunisent entre eux, et voilà comment le microbe finirait par disparaître. Le virus finirait par disparaître parce qu'il ne rencontrerait plus que des organismes immunisés. Ok ? Vous voyez, on arrive tous à finir par être un peu pointu dans certains domaines. Voilà, donc le passage, il est passé de sanitaire à humain, d'humain à social, de social à économique. Économique, facile à comprendre. T'es malade, tu circules plus. Donc on transporte plus. Et puis surtout, il s'est produit quelque chose de fondamental, c'est que comme vous ne circulez plus, vous ne consommez plus de pétrole. Et comme le pétrole, c'est le sang de l'économie capitaliste contemporaine, hein. Toute la mobilité, l'essentiel de la mobilité repose sur le pétrole. Et le pétrole, il a comme conséquence, son existence, sa diffusion, c'est qu'il fait diffuser en même temps que lui un autre sang fondamental de l'économie capitaliste contemporaine, le dollar. Donc, comme vous êtes malade, comme vous restez à la maison, vous ne circulez pas, et comme vous ne circulez pas, il y a trop de pétrole, donc son prix baisse, s'effondre, il y en a tellement qu'on vous paye pour le stocker, donc ça s'appelle un prix négatif. Vous aviez votre réserve de pétrole, là, vous étiez tranquille, le roi, tout ça, et puis on vous dit, c'est pas tout, maintenant il faut payer pour stocker ça, c'est pas gratuit. Ah bon. Et donc, le ralentissement de la circulation du pétrole effondre les cours du pétrole, vide de leur sang toutes les entreprises ou les montages financiers dans lesquels il y a des valeurs pétrole, de compagnies pétrolières, et ralentit le circuit de la consommation des dollars avec lesquels on payait le pétrole. Et le fait de pouvoir payer le pétrole en dollars, ça permettait aux Américains de voir leur monnaie circuler, être demandée, être recherchée sur toutes les places, alors même qu'ils ne produisent pas les matières et les objets manufacturés qui correspondent à la valeur qu'ils mettent en circulation en billets. Alors là, maintenant, gros gens comme devant, avec leur paquet de bifetons, et leur économie qui est complètement mise au ralenti. Donc ça va venir maintenant comme la deuxième contamination de la civilisation humaine, hein, considérée comme un tout. Le deuxième choc qui va être reçu, c'est celui qui va résulter de ce ralentissement. Alors, déjà, il y a des millions de chômeurs aux États-Unis d'Amérique, sans filet de protection, sans rien du tout, hein, comme c'est chez eux, hein. Ce régime idéal du capitalisme triomphant, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pratiquement pas d'autres protections. Alors, d'abord chez eux, puis après ça va passer évidemment au reste du monde, parce que
comme ils étaient artificiellement riches, ils achetaient à tout le monde. Voilà, ça va vraiment très mal pour eux. Entre autres aussi parce que la seule chose qu'ils arrivaient à produire en excédent, c'était justement du pétrole. Pourquoi ? Parce que comme le prix du pétrole était très élevé, le pétrole qu'ils trouvent chez eux, et qui est très dur à sortir, qui est du pétrole qu'on sort par cracking, hein, c'est-à-dire comme le gaz de schiste, c'est-à-dire on balance de la flotte et puis on attend que le pétrole remonte parce que l'eau chasse l'huile, on chope le pétrole qu'il y a là, et puis une fois qu'il n'y a plus rien qui sort, on fait un trou un peu plus loin. Ce pétrole-là est beaucoup moins abondant que quand vous avez la chance, vous faites un trou et puis vous tombez, pouf, sur une énorme poche de pétrole qui est sous terre. Alors là, vous n'avez plus qu'à installer une pompe et puis voilà, l'affaire est dite. Mais là, non, on fait un trou, puis après on en fait un autre, puis après on recommence un peu plus loin. Alors, des fois, il y a des dégâts qu'il faut payer, le plus souvent, il y a des dégâts, mais ils ne les payent pas, mais ils font beaucoup de trous. Donc, en investissement, ça coûte cher, ce pétrole-là. Quand le pétrole est à 60 $ le baril, ça va, c'est rentable. Quand ça descend en dessous, ça ne va plus. Et quand ça devient négatif, c'est la ruine absolue. Donc, chaque fois que vous avez un titre que vous avez à la maison, parce que vous êtes un rentier, pas un gros rentier, un petit rentier, vous avez votre boîte avec vos titres dedans, hein, et alors il y en a un, il s'appelle le chevelu. Tiens, en ce moment, c'est à la mode. Alors, le chevelu, il vous rapporte du 3 ou 4% par an. Vous êtes content, parce qu'à la caisse d'épargne, c'est même pas 1. Bon. Alors, le titre, le chevelu, vous ramène vos 4% sur votre capital, puis vous ne posez pas trop de questions, parce que votre banquier ou votre postier, ou je sais pas qui, vous a dit, c'est bien, ça rapporte 4, hein, et puis c'est sérieux, vous voyez, c'est garanti par la banque Ratapoil mondiale. Bon, alors vous, pourquoi pas, vous connaissiez pas, mais bon, vous faites confiance, parce qu'il n'y a que des gens sérieux qui vous disent d'acheter ça. Mais ce que vous savez pas, c'est que votre titre dedans, pour que ça produise 3%, il y a un petit bout de pétrole, un petit bout d'action sur une compagnie de chou-fleur, un petit bout de ceci, un petit bout de cela, il y en a plein, et puis à la fin, les petits bouts rapportent le 3% qu'on vous donne à vous. Vous avez intérêt à croiser les doigts, parce que si jamais il y a un petit bout qui s'effondre, le résultat baisse. Mais si par hasard il y en a un ou deux sérieux qui baissent, alors vous perdez tout. Donc maintenant, ce qu'on va voir se produire, c'est la contamination à l'intérieur de la sphère financière des titres qui vont s'effondrer, et on dira « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais on ne comprend pas. Alors ça, c'est un des aspects. Après, vous avez évidemment les cours de bourse, parce que moi, comme vous, hein, nous on va à la bourse toutes les semaines, on n'ira pas aller acheter des actions de compagnies pétrolières, hein, on va se débarrasser de ça vite fait. Ni non plus d'autres activités où il faut que les gens aillent bosser, on se dit oh là là, c'est pas prêt de redémarrer ça. Ou bien des choses qui sont pas vraiment d'une importance cruciale, on se dit les gens vont pas en acheter, ils vont pas l'emprunter pour acheter ça. Donc vous allez commencer à vendre ces actions, peut-être pour en acheter d'autres, peut-être pour rien, pour juste garder vos sous pour vous en espérant que votre banque s'effondre pas et qu'on vous pique pas vos économies. Donc évidemment le choc boursier, il aura lieu. Donc chaque compartiment de circulation du dollar va être affecté par l'épidémie coronavirus, pas sous la forme d'un virus, mais sous la forme de ces effondrements qui se produisent sur les bases du capitalisme. Donc il faut observer ça. Ce moment où la crise sanitaire devient une crise économique qui peut devenir irréversible, c'est-à-dire que vous avez des usines qui ferment, il n'y a plus personne et le machin s'arrête de marcher. Et ça ne redémarre pas comme ça, une usine qui s'arrête. Hein. Ça, il n'y a que les têtes d'œufs qui manient de l'argent, qui croient que ça se passe comme ça. Mais une usine, non, vous l'arrêtez pour la redémarrer. Faut remettre les machines en route, faut reprendre tout ce qu'il y a dedans. Par exemple, si vous arrêtez en haut fourneau, ce qui se produit quasiment jamais, vous en avez pour plusieurs semaines pour pouvoir le remettre en route. Bon. Donc on va avoir ce choc. Et évidemment, ça devient un choc social, parce que si ça ne fonctionne pas, les gens sont mis à la rue. Et c'est ce qui se passe, je viens de vous le dire, aux États-Unis. Et puis, cette difficulté à circuler, ce refus d'aller se mélanger à d'autres qui peuvent être malades, ça provoque d'autres crises. En particulier, une crise qui vient, là, devant nous. Hein, j'aime pas, moi, le mot crise, mais enfin bon, on va l'utiliser pour cette fois-ci, parce que c'est le mot le plus simple. C'est la crise alimentaire. S'il n'y a personne pour aller chercher les salariés et les amener dans les champs, s'il n'y a pas de salariés qui veulent aller dans les champs, s'il n'y a pas de moyens de les payer parce que le circuit du fric s'est bloqué. Mais on en reste aux deux premiers trucs. On ne peut pas les emmener, et si on les amène, on ne peut pas transporter ce qu'ils ont ramassé. Bon, évidemment, ça vous fait autant de matières premières de moins,
sur le marché. Alors ça passe ensuite au suivant. Vous avez ramassé les asperges, bon bah très bien, que devient, si vous ne les avez pas ramassées, l'entreprise qui les nettoie, les boues, bah elle arrête. Que devient l'entreprise qui produit les pots en verre pour aller mettre dedans les asperges? Bah elle arrête aussi. Que devient l'entreprise qui imprime les étiquettes? Bah elle arrête aussi, et ainsi de suite. Donc à partir d'un endroit se propage sur une longue chaîne d'interdépendance tous les blocages un derrière l'autre. On doit donc, pour analyser correctement une situation économique, sociale et politique, ce qui est mon domaine, prendre en compte la façon avec laquelle se propage le phénomène de sanitaire à phénomène économique, à phénomène social, et évidemment à la fin à phénomène politique, parce que à la fin ce sera un phénomène politique. Alors en niveau bas, hein, on dira bah il y aura la punition pour ceux qui ont mal géré la crise, on peut penser, sauf s'ils ont un bon plan de com et puis qu'ils arrivent à saouler tout le monde, ou à halluciner tout le monde une fois de plus, puis en plan faible mais haut, ils sont tellement nuls et ça s'est tellement vu que quoi qu'ils racontent, ils s'en sortiront pas. Bon, mais ça c'est pas le plus... ça je dirais c'est de la petite politique. Enfin, c'est la politique au sens traditionnel, de période calme. Mais là on parle pas de ça. On parle de masse immense de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, et qui sont humiliés par les puissants, qui eux, pendant ce temps-là, restent puissants, échappent à toutes les conséquences de la crise, en tout cas à l'essentiel d'entre elles. Donc ces milliers de gens, quelle que soit leur idéologie, de toute façon, eux, il faut qu'ils règlent le problème. Ils veulent plus être malades, ils veulent plus que ça meure autour d'eux, ils veulent pouvoir se nourrir, ils veulent pouvoir s'occuper de leurs vieux parents, s'ils s'en occupent, ils veulent pouvoir que leurs gosses soient en sécurité, s'ils ont des gosses. Voilà. Et à tout ça, le système ne sait pas quoi répondre. Il dit, bah attendez, on va faire la reprise, la rentrée des classes, mais progressivement. Ah oui, progressivement, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont plus malades que d'autres, ben, vous n'avez qu'à nous dire tout de suite lesquels c'est. Non, 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 c'est parce qu'on va faire des retours progressifs avec peu dans les salles de classe. Alors d'abord, on commence par les plus petits, on prendra les plus grands. Pourquoi? Les plus petits d'abord, les plus grands après, on se demande pourquoi. Parce que ceux qui sont le plus à même de faire des gestes barrières, c'est plutôt les plus grands que les plus petits, hein. Mystère. Alors, mystère, et bien en attendant, les gens sont furieux, parce que moi, j'ai pas de petits à la maison, hein, il y en a plus à la maison, des petits, mais je vais vous dire que s'il y en avait, j'en vois pas à l'école, le 11 mai, ils peuvent toujours aller se faire voir. Je ne prends pas le risque que mon gamin soit malade. Et en plus d'être malade, qu'il ramène le virus à ses grands-parents, pas question. Hein. Bon, bref, il y a des gens comme ça, il y en a plein qui vont le dire. De la même manière, arrive le moment où les gens en ont plein d'eau de voir leurs anciens mourir, sans qu'on puisse leur toucher la main, sans qu'on puisse leur faire un dernier bisou, une dernière caresse, une dernière chanson. C'est inhumain. C'est inhumain, c'est inacceptable. Donc quelqu'un va finir par caca, on finit par s'en rendre compte, parce que c'est pas faute de les avoir prévenus. Donc ils disent oui, on va voir comment on peut faire dans des circonstances sanitairement bien contrôlées. Alors vous allez aller voir votre ancien avec, je sais pas quoi, moi, une feuille de plastique comme ça, puis vous allez parler de loin, puis on nous a dit il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Merci. Merci, merci, ça nous aide beaucoup à comprendre la situation. Bon, voilà. Alors, ma responsabilité de dirigeant politique, c'est évidemment de regarder avec mes camarades comment on passe cette crise. Elle est en train de passer d'un compartiment à l'autre. À quel moment elle devient un fait politique? Et notre travail consiste tout le long du trajet, d'abord à créer un espace politique, c'est-à-dire permettre aux gens de réfléchir, de comprendre qu'on pourrait faire tout autrement, qu'il y a un autre programme qui est possible, et de ne pas se résigner en quelque sorte, hein, et de rester l'esprit en alerte. Bon, non, nous ne subissons pas une punition du ciel, non, les êtres humains ne sont pas condamnés à mourir d'une épidémie, non, on peut très bien se sortir d'une épidémie. Et ainsi de suite. Et puis surtout, pendant que vous y êtes et que vous êtes à compter le nombre de morts tous les jours, ça vous fera pas de mal aussi de vous rendre compte du nombre de gens qui meurent tous les jours pour d'autres raisons. Du cancer, du tabac, hein, des poumons par exemple. Si vous arrêtiez d'en produire, il y en aurait plus. Hein, mais on continue quand même. Et ainsi de suite. Donc éveiller les esprits, faire réfléchir, faire tourbillonner pour que quand va se présenter une occasion de changer la règle du jeu, il y ait un plus grand nombre de gens qu'avant qui soit capable de se saisir de la possibilité de ce changement. Si quelqu'un a une autre technique à me proposer, surtout il n'hésite pas, il envoie un message sur cette chaîne YouTube. Mais en attendant, pour des gens qui sont des démocrates, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc on surveille ça, et on sait que le problème va devenir un problème politique
tendu à un moment ou à un autre. Et notre rôle est de pouvoir entrer dans ce moment politique dans des conditions maîtrisées, en ouvrant une issue positive, concrète, aux événements. Pas n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Alors c'est pourquoi, maintenant c'est mon deuxième sujet, je reviens sur la question de la dette. Alors quelqu'un m'a dit, oui mais tu vois, il m'a écouté poliment, c'est un bon camarade, et puis après il m'a dit, écoute, mais quand même il y a un sujet, c'est pourquoi tu parles de la dette maintenant, pourquoi c'est un sujet? Ah, ben, il n'a pas tort. Il m'a alerté, je me dis, mais ça fait combien de fois que je raconte cette histoire de dette et qu'il y a peut-être plein de gens qui se disent, mais qu'est-ce qui lui prend à Mélenchon de parler tout d'un coup de la dette comme ça? Il faut bien que vous compreniez ça. Là, l'activité va reprendre. Je ne dis pas la relance, tout ça, j'utilise pas ces mots pour l'instant. Je vous parle d'une activité qui reprend, c'est-à-dire à un moment donné, on retourne produire, parce qu'il faut produire. Hein, il va bien, de toute façon, il faudra produire, que ce soit des haricots, des pommes de terre ou des objets dont on a besoin pour la vie quotidienne. Il faut les produire, ils tomberont jamais du ciel. Hein. Alors vous me direz, on a pour un moment, s'il s'agit de recycler les objets qu'on a et qui servent à rien, c'est clair qu'on a de la réserve. Mais pour tout ce qui concerne l'alimentaire et des domaines de cette nature, où nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, bah, il va falloir produire, quoi. Alors, l'activité va reprendre. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire, ah bon, on reprend l'activité, on reprend comme avant. Ah, puis en plus, attendez, pardon, il y a eu des dettes, donc il faut les payer. Alors, ah bon, donc d'abord on paye les dettes et ensuite on s'occupe du reste. C'est bien ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris la règle du jeu. Ou bien, on fera un peu des deux, mais on fera quand même un gros morceau pour la dette. Ou même un petit morceau, mais pourquoi on fera un morceau pour payer la dette? C'est ça la question que je pose. Redonner de la liberté d'action à l'État et aux collectivités locales. Parce que ce que les libéraux ont frappé à tour de bras, c'est l'État, les services publics. C'est ça qu'ils ont détruit, en espérant que le marché les remplace. Vous avez vu quel triomphe c'est, que la place du marché dans notre économie, c'est génial, il n'y a pas de masque, des trucs pareils, élémentaires, on n'est même plus capable d'en avoir. Donc ces gens sont incapables de gérer la société moderne complexe avec leur loi invraisemblable du libre marché qui règle tous les problèmes, comme l'a fait Clochette avec Peter Pan. Tout ça n'a pas de sens. Donc, on a besoin d'un État qui ait des moyens d'intervenir. On l'a répété, nous autres, là, vous autres qui êtes d'accord avec moi depuis je ne sais pas combien de temps, là, bon, on l'a répété sur tous les tons, alors on nous regardait de haut, oui, l'État bureaucratique, incapable de produire, alors on disait, ah, c'est pas à l'État de produire des voitures, hein, peut-être bien, mais c'était peut-être à lui de produire des masques, hein. On n'en serait pas au point où on en est aujourd'hui. Bon. Donc, il faut que l'État et les collectivités retrouvent de la respiration. L'État pour accomplir les tâches centrales, les grandes infrastructures publiques dont on peut avoir besoin ou remettre en état, ou mettre en état de répondre à ce qu'on a compris pendant la crise, comme par exemple arrêter de faire défiler des camions partout et faire mâcher le fret ferroviaire autant qu'on peut, jusqu'à la limite du possible, et puis après le reste en camion si on ne peut pas faire autrement, mais prendre le problème par l'autre bout, pas le camion d'abord et puis le train si on ne sait pas comment faire autrement. Donc des sujets comme cela que vous connaissez, rééquiper les hôpitaux publics, sans doute en rouvrir certains qui ont été fermés d'une manière hasardeuse, etc. Il faut qu'il y ait des sous. Mais on ne peut pas aller faire tout ça si on commence par dire, ah ben, va falloir payer la dette de ce qu'on vient de faire. Non, voilà. Donc moi j'ai fait une proposition au nom des Insoumis, parce qu'on a un peu réfléchi, j'ai dit, ben, on peut annuler la dette. Ah mon Dieu, annuler la dette, vous n'y pensez pas, vous allez ruiner les petits porteurs, parce que c'est bien connu que c'est vous qui avez la dette de l'État. Non, bien sûr que non. Et j'ai essayé de faire cette proposition pour qu'elle soit concrète et fonctionnelle en disant, écoutez, je touche même pas vos fichues règles du jeu, je n'y touche pas. C'est dans le cadre de vos règles du jeu qu'on peut le faire. Comment on fait? La Banque Centrale Européenne a racheté dans les banques privées les titres de dette des États, parce que les États n'ont pas le droit de s'approvisionner directement à la Banque Centrale Européenne, ce contre quoi nous avons toujours protesté en disant il faut qu'ils puissent le faire sans passer par l'intermédiaire des banques privées qui, elles, vous prennent un maximum avec les taux d'intérêt, les agences de notation et toute cette histoire de parasites qui ne servent strictement à rien, hein, sinon qu'à vous prendre une partie du blé. Bon. Alors, donc la Banque centrale a aujourd'hui dans ses coffres des titres de dette des États. Et regardez bien l'histoire, histoire de fou, c'est qu'elle touche des intérêts sur ces titres de dette des États. Alors, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter de l'argent aux États, mais elle a le droit d'encaisser les sous des États en tant qu'intérêts. Et les intérêts, c'est pas elle qui les fixe, c'est les banques qui les ont fixés avant. Vous suivez une usine à gaz invraisemblable qui aboutit qu'à une chose, c'est à vider de son sang
les budgets des États et les États eux-mêmes. Donc, puisque la Banque centrale, elle a tous ses papiers, voilà, il est marqué dessus, la France doit me rembourser tant à telle date. Et elle doit me donner tant. Bon, d'abord, on commence par dire la chose suivante. En haut, il y a écrit, la France doit rembourser à telle date. Et bien ça, on le gomme. Hein, il n'y a plus de date. Et la dette devient perpétuelle. Perpétuelle, ça fait peur, le mot perpétuel, mais vous n'y pensez pas, on devra ça à combien de générations? Ben justement, c'est ça l'intérêt de l'affaire, c'est que ça dure longtemps, la perpétuité. Hein, bon. Pourquoi? La dette, elle est déjà perpétuelle, personne ne la paie jamais. Chaque fois qu'un titre de dette arrive à échéance, à dire « Ah mince, faut payer », qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui veut me prêter? Voilà ce que fait l'État. Qui veut me prêter pour que je paye cette dette? Et donc, il emprunte à nouveau et il paye la dette. Mais donc, le montant qu'il doit, lui, c'est à perpétuité. Donc, on gomme la date, et c'est donc, pour toujours, un titre de dette. Et quand on vient à la ligne taux d'intérêt, il n'y a rien marqué. Zéro. Pas de taux d'intérêt. Alors, la Banque centrale, ben, elle n'est pas en ruine, puisqu'elle a toujours son titre, elle a toujours son papier. Il y a toujours marqué dessus, la France me doit tant. Eh bien très bien, la France te doit tant. Ton bilan n'est pas déséquilibré. Quand tu fais les comptes globaux de la Banque centrale, ben, les rentrées et les sorties, ça s'équilibre parce que ça, tu l'as en stock et ça fait partie de tes actifs. Donc, pas de catastrophe, pas de banqueroute, pas de désordre. Voilà. Évidemment, combien la Banque centrale a-t-elle de ces bouts de papier avec la France? 18% du total de la dette française est à la Banque centrale européenne. Donc si la Banque centrale prend tous les titres français, gomme la date de paiement et gomme le taux d'intérêt, eh bien, le problème est réglé pour 18% de la dette française. Et venez pas me chercher avec le gommage du taux d'intérêt de la banque, parce qu'aujourd'hui, c'est des taux d'intérêt négatifs. Vous ne le savez pas et vous vous demandez comment c'est possible qu'il puisse y avoir un taux d'intérêt négatif, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Par conséquent, si on dit zéro, c'est mieux que moins, déjà, pour commencer. Donc ça, alors qu'est-ce qui se passe pour la Banque centrale? Ben, s'il y a 1, 2%, 3% d'inflation chaque année, ben, la valeur du papier diminue chaque année d'un peu. D'un peu, pas de beaucoup, d'un peu, donc c'est tout à fait supportable, comme la valeur de toute chose diminue progressivement d'année en année, comme l'efficacité de votre propre corps, etc. Bon, c'est la vie qui est comme ça. Et donc, au bout d'un certain temps, disons 100 ans, eh ben, ça vaut plus rien. Pour la génération des grands-parents de ceux qui m'écoutent en ce moment, à la sortie de la guerre, ils ont acheté leur maison comme ça. Et comme l'argent a fondu en cours de route, hein, il y a eu des époques dans les années 70 où il y avait du 12% d'inflation. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Donc, 10-12% d'inflation, en 10 ans, quick, vous ne devez plus rien. Donc les gens, à la fin, ils payaient, mais rien, c'était des sommes ridicules pour terminer de payer leur maison. C'est ça que je propose de faire. Enfin, j'ai proposé ça. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai eu droit ou à des sourires moqueurs de haut, ou à des airs hautains. Pas de bol. Voilà que des tas de gens se posent avec frayeur la question de ce qui va se passer quand on va sortir, avec des grosses guillemets, de cette crise, et que la dette de tous les pays aura encore augmenté. Pour nous, les Français, on est passé à 115% de la production annuelle. Ça ne veut rien dire, mais je le cite parce que c'est avec ça qu'ils se font peur. J'ai écrit un article sur le sujet que vous trouvez sur mon blog, là, avec des explications techniques de toute cette histoire. Mais si je vous en reparle là, c'est d'abord pour vous en reparler, pour que vous sachiez qu'on n'est pas condamné, comme ils disent, il va falloir ensuite travailler beaucoup pour rembourser la dette. Ce n'est pas vrai. Et on n'est donc pas condamné à recommencer le cirque de la suppression des maternités, des hôpitaux, des lignes de voies ferrées, des postes de professeurs, des écoles, que sais-je encore, toutes ces choses qu'ils ont saccagées pendant des années sous prétexte de dette. La dette, c'est juste un fouet pour faire peur au peuple, hein, et lui faire croire que la dette de l'État, c'est comme sa dette personnelle. Mais même les dettes personnelles, aux États-Unis d'Amérique, la Banque centrale a tout effacé. Elle a repris, elle a tout mis dans ses coffres, et le coffre, il est juste à côté de l'incinérateur. Donc hop, il passe d'un endroit à l'autre, parce que tout ça ne vaut plus rien à leurs yeux. Et ils espèrent comme ça donner de la respiration aux gens pour qu'ils retournent le lendemain, non pas travailler, mais emprunter. Voyez-vous? Alors, voilà la proposition, voilà comment elle était sur la table, voilà pourquoi elle a été faite, pour être concrète, montrer que c'est possible. Et je passe sur les rigolos qui ont regardé ça de haut, parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, sauf qu'ils ont zéro idée, à part dire qu'il faut travailler encore davantage. Mais les gens sérieux qui s'occupent un peu d'économie se sont dit, mais c'est pas possible.
On ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Hein, ni confier un problème pareil à la présidente de la Commission européenne ou à Madame Merkel ou à tous ces larbins dans toute l'Europe qui disent oui dès qu'elle a ouvert la bouche. Bon, donc il y a des gens qui ont commencé à se braquer. L'Italien a dit mais nous, il y en a ras-le-bol de vos histoires. Ça recommence. Vous aidez personne, vous nous laissez mourir. Peut-être parce qu'on est la troisième puissance économique, disent les Italiens. Alors ça arrange les Allemands de casser les pattes à un concurrent. Parce que bien sûr qu'ils sont concurrents. Et les Italiens disent, mais nous on en a marre parce que c'est vous qui êtes coupables dans cette histoire. Hein. C'est vous qui avez provoqué le désastre, c'est votre politique sur les services publics qui l'a provoqué, et vous mentez et vous trichez tout le temps. Le Premier ministre italien, il dit au Premier ministre des Pays-Bas, nous on aurait plus d'argent si les sociétés italiennes n'allaient pas déposer leur siège social aux Pays-Bas parce que vous leur prenez moins d'impôts. Et dit le Premier ministre, d'ailleurs, dit-il, nous, on n'est pas endettés d'aujourd'hui, on est endettés de la période où il y avait la lire. Et si la lire a été endettée, c'est parce que les Allemands ont triché à l'époque et abusé honteusement de leur capacité à faire monter les taux d'intérêt sur l'argent pour qu'on achète des marques et pas des lires. Je vous passe les détails parce que peut-être que tout ça peut commencer à vous saouler. Lisez le papier et comprenez bien. Nous ne sommes plus seuls sur ce sujet. Les dirigeants italiens disent ça suffit. Là, depuis hier, ce sont les dirigeants espagnols, le gouvernement de l'Espagne, qui à son tour dit il faut émettre des titres de longue durée, 100 ans, la même date que celle que je vous indiquais il y a un instant, et ce seraient des titres qui seraient remboursés par le budget commun de l'Union européenne. Et pour que l'Union européenne arrive à rembourser, eh bien, elle aurait des ressources nouvelles qui peuvent être, par exemple, des impôts aux frontières pour les marchandises qui rentrent. Ne croyez pas que tout ça, ce soit fou. Autrefois, il y a encore 15 ans, c'était les droits de douane qui remplissaient la caisse de l'Union européenne. Mais comme ils ont fait le libre-échange avec tout le monde, il n'y a plus de droits de douane. Donc les caisses sont vides. Donc les États doivent payer davantage. Avant, c'était 60% par les droits de douane et les ressources propres, 40% par ce que donnaient les États. Maintenant, c'est l'inverse. Et nous autres Français, on donne 9 milliards de plus que ce qu'on nous ramène à la maison par les aides agricoles et le reste. On donne 9 milliards. On est contributeur net. Et aussi l'Italie. Alors, ras-le-bol de payer des sommes qui sont pour nous des dépenses somptuaires, ras-le-bol d'être la victime de gens qui sont des tricheurs dans une partie dont ils faussent les règles à mesure que la vie avance. Alors, il y a le gouvernement espagnol qui dit ça, et puis il y a un certain nombre d'économistes, alors évidemment ils le disent avec leurs mots, hein, ils se mélanchonisent doucement, ou ils s'en soumettent doucement pour faire quelque chose de plus général. Vous avez le PDG d'une grande banque, le CIC, qui a dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut fabriquer des titres à 100 ans avec les titres d'aide des États. Vous avez l'ancien banquier central, M. Mario Draghi, qui dit la même chose. Vous avez M. Dominique Strauss-Kahn, qui dit la même chose. Vous avez M. Alain Minc, que sans doute quelques-uns d'entre vous connaissent, c'est le Jiminy Cricket du capitalisme français. Alors ils leur disent ce qu'il faut faire, hein, parce qu'en général ils brillent pas par leurs idées, hein, tous ces gens. Alors il y en a un qui est spécialisé là-dedans, il trouve des idées. Donc il leur a dit la même chose dans une tribune en soulignant que ce n'était pas possible de continuer à vivre au pied du mur de la dette. Donc, vous autres qui m'écoutez, je vous invite à bien comprendre cette histoire-là. C'est pas votre domaine, je le sais bien, mais c'est pas le mien non plus. Donc on apprend, raisonner politiquement, c'est apprendre, s'intéresser, se faire expliquer une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'on ait compris. Parce que ça va être la grande question et la bataille qu'on va mener. On va la mener sur le plan national, on va la mener sur le plan international. Je m'apprête à publier une tribune avec les dirigeants du groupe européen de la gauche unitaire européenne, avec ces deux coprésidents, dont l'une des deux est Manon Aubry, l'insoumise, et le groupe des insoumis au Parlement européen. Alors je regrette qu'on a déposé un amendement dans ce qui s'est voté la semaine dernière, et finalement, alors ça s'est trouvé comme ça. Bon, évidemment, tous les députés insoumis ont voté cet amendement pour obtenir l'annulation de la dette ou sa transformation en titre à 100 ans, d'une manière assez intéressante. Quasiment toute la délégation française du PS, hein, enfin de Place Publique et du PS, parce que là-dedans tout le monde n'est pas PS, comme nous tous insoumis, tout le monde n'est pas insoumis pur sucre, ils ont tous voté avec nous. Donc cet amendement, on l'a voté ensemble. Et pour une raison que je ne connais pas et je ne comprends pas, tous les députés d'Europe Écologie Les Verts, dont
Yannick Jadot, ont voté contre. Alors, entre-temps, j'ai lu dans un journal que Jadot, à son tour, disait qu'il fallait faire des titres de dette à 100 ans. Bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire qu'il a changé d'avis, il a compris ce qu'on expliquait et il a rallié la position qui était d'abord la nôtre et qui depuis est celle d'un nombre croissant de personnes. Donc nous, ça nous intéresse qu'il y ait beaucoup de monde qui dise ça, et pas seulement nous les insoumis, même pas seulement ceux qui sont à la gauche de l'hémicycle, le plus de monde possible. Moi j'aimerais aussi qu'il y ait des gens de droite qui le disent, parce que ça va finir par resserrer l'étau autour du président de la République et de la République En Marche, qui vont être obligés de faire quelque chose au plan européen en disant « la France en a assez de ce cirque, la France dit la dette doit être transformée en dette perpétuelle ». Évidemment, ils le diront à leur manière, en faisant des simagrées, et puis à la fin, il est vraisemblable qu'ils auront beaucoup de mal à être pris au sérieux, parce qu'ils ne le sont pas. Évidemment, s'ils avaient affaire à nous, la discussion serait beaucoup plus rapide. Parce qu'on dirait, écoutez, nous, on ne peut pas et on ne veut pas passer les 100 prochaines années à rembourser les conséquences de l'emprunt gagé sur l'or par Giscard d'Estaing, les conséquences de l'emprunt Balladur, les conséquences des 600 milliards de dettes créées par M. Sarkozy, les conséquences de la dette créée depuis. On ne veut pas. La civilisation humaine ne peut pas être réduite à ça. On comprend qu'il ne faut pas ficher la pagaille, on comprend qu'il ne faut pas qu'on vous écroule tout votre système du jour au lendemain, parce que sinon, il va falloir vous convaincre avec un revolver. On essaye de vous convaincre d'une manière rationnelle. Mais si vous n'écoutez pas, on fera banqueroute. Et là, vous perdrez tout. Alors choisissez, ou bien les titres de dette perpétuelle, ou tout perdre. Et je crois qu'un nombre, là je vous le présente d'une manière un peu vigoureuse, pour que vous compreniez qu'on a toujours des arguments dans une discussion qui est un rapport de force. Le gouvernement allemand, lui, il fait comme ça à chaque fois. Hein. Il menace tout le monde, et on sait à peu près de quoi. Il menace tout le monde. Bon. Nous, on se fera entendre, on dira à tout le monde, si vous ne le faites pas, ça va être la catastrophe. Parce que vous ne pourrez pas relancer l'activité économique. Et si vous ne la relancez pas, vous aurez un désastre social et un désastre politique, mais ça peu importe. Un désastre social. Des millions de gens qui vont aller de plus en plus mal, qui vont souffrir, qui vont mourir, parce que la pandémie, qui elle ne va pas s'arrêter demain, vous avez remarqué qu'elle passe sur les peuples dans des conditions différentes. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes malade, et plus vous mourrez. La mortalité moyenne dans le 93, le département de la Seine-Saint-Denis, est plus élevée qu'à Paris même. Les crises de la faim sont apparues dans la Seine-Saint-Denis. Pas à Paris d'une manière visible. Si, il y a les pauvres gens qui ont faim, qui traînent dans la rue, qui sont là, qu'on ne peut plus, hein. Mais ce n'est pas les mêmes conditions. J'ai pris cet exemple, pas pour montrer du doigt la Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, ça se voit, c'est juste à la porte de Paris, donc même les bobos arrivent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais je suis certain que je pourrais citer des dizaines de villes en région où il y a des zones entières où la famine est en train d'entrer. Voilà. Alors, c'est une solution rationnelle, c'est une solution concrète, c'est une solution pacifique. Aider à la faire connaître et comprendre, pour que les gens sachent qu'on peut se sortir de ce pétrin sans que ça nous cuise, comme ça veut nous cuire si on n'essaye même pas d'en sortir, ou qu'on a pour tout message, comme ce pauvre monsieur Retailleau des Républicains, là, il a dit, ah oui, il avait trouvé la grande idée, il a mis du temps, parce qu'il faut réfléchir et tout, puis il est de droite, donc ils sont plus intelligents que nous autres, hein. Il a dit, oui, il va falloir travailler davantage pour payer la dette, voilà. Et tout ce qu'il a trouvé, pendant toute la période du confinement, c'est de répéter bêtement ce qu'il disait avant, et qui a conduit au désastre dans lequel on est. Parce que nous sommes dans un désastre, non pas à cause d'un virus, mais à cause des conditions sociales et économiques que nous, les êtres humains, sous la direction du capitalisme financier, nous avons créées. Rien de tout ça ne sort, ne tombe du ciel. Les pangolins et les chauves-souris, ils sont pour rien. Tout est social, tout est économique, et tout est le résultat de l'activité humaine. Et ça, il faudra jamais l'oublier. L'activité humaine est la source de toute réalité pour les êtres humains. Bon voilà, allez, à la semaine prochaine, si ça vous plaît, toque un petit pouce bleu. Si ça vous plaît vraiment et que vous découvrez par hasard, vous vous abonnez, c'est gratuit et ça le restera toujours. C'est Antoine qui filme et c'est moi, Jean-Luc, qui parle. Et ça se passe chaque semaine. Merci.